de l'activité du produit de l'allèle sauvage. On observe ce type de mutant généralement lorsque le produit du gène forme un homodimère ou un homotrimère ou un homotétramère, etc. Et qu'avoir une seule sous-unité mutante suffit à inactiver le polymère, le multimère. Okay. Donc, par exemple, imaginons que la protéine elle se dimérise. L'allèle normal va produire une protéine qui est appelée grand N ici, qui va avoir son activité normale sous forme de dimère. Et lorsque, alors que le mutant va avoir une activité nulle ou faible, et lorsqu'on a un hétérodimère qui se forme, eh ben, on va avoir moins de 50% d'activité. Donc, en fait, la copie mutante va réprimer l'activité de la copie sauvage. Okay. La protéine mutante va empêcher la protéine sauvage d'avoir son activité de manière normale. Elle va réduire son action. Ce qui veut dire que globalement, quand je suis hétérozygote mutant, eh ben, j'ai moins de 50% d'activité. Okay, c'est ce qui est écrit ici. Alors que dans un cas normal, on pourrait imaginer que si la mutation est une mutation amorphe, donc sans activité, ben, l'hétérodimère devrait avoir 50% d'activité. Okay, enfin, ou l'homodimère mutant sauvage, si vous préférez. Donc c'est ça un dominant négatif. Est-ce que c'est plus clair, Solena? Oui, merci monsieur. Je vous en prie. Alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat. Où est le chat? Monsieur, excusez-moi, je suis désolée, mais en fait, l'autre professeur nous a lâché un peu en retard et du coup, personnellement, moi, j'ai pas du tout suivi les explications du coup. D'accord, Parce que je ok. viens juste d'arriver. Ok. C'était qui l'autre professeur? Vous avez les noms? C'était notre professeur d'analyse des génomes. Ah, d'accord. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Ok, vous ne connaissez pas son nom. Si, mais j'ai pas envie de. Je ne voulais pas balancer. Voilà, exactement. Ah, ok, donc pas de souci, je vais vous réexpliquer. Je remets juste le chat. Hop. Vous voyez ce que j'ai écrit, du coup? Parce que je vais le relire. Parce que visiblement, il y en a qui ont du mal à me relire. Je ne comprends pas pourquoi. Hop. Il y en a qui ont zappé qui avaient cessé. Oh là là, les gens optimistes. Ok. C'était Monsieur Corsi? Non. Alors, donc ce que j'ai écrit en rouge, je définissais ce que c'était qu'un dominant négatif, parce que j'avais quelqu'un qui m'avait posé la question. Donc, un dominant négatif, c'est un allèle sauvage, c'est quand un allèle mutant, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un allèle sauvage, c'est un allèle mutant, hein, évidemment. C'est lorsqu'un allèle mutant est un allèle dominant négatif, lorsqu'il entraîne une perte de fonction phénotypique de manière dominante, c'est-à-dire avec un seul allèle. Autrement dit, l'allèle muté entraîne une réduction de l'activité du produit de l'allèle sauvage. Et c'est ce qui est illustré sur la diapo que je vous avais mise ici. Donc, je peux le redire, un allèle mutant est dit dominant négatif s'il entraîne une perte de fonction phénotypique de manière dominante. L'allèle muté entraîne une réduction de l'activité du produit de l'allèle sauvage. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si votre protéine, c'est souvent avec des protéines qui se multimérisent, qui font des homodimères ou des homotrimères ou des homotétramères, etc. Et si une seule copie mutante dans le multimère suffit à inhiber l'activité de toutes les copies, eh ben, il y a cet effet dominant négatif. Ce n'est pas le seul cas qu'on peut imaginer, mais c'est le plus courant. Et ce que vous voyez ici, c'est ces copies normales du produit du gène, qui sont notées N, ou mutantes notées M. Si vous êtes hétérozygote, donc si vous avez si vous êtes plus sur mutant, okay, en génome, eh ben vous allez faire 50% de produits N
et 50% de produit M. Et le M, il a une chance sur deux de s'associer avec du M, donc 50% fois 50% fois 1,5, ça fait un quart. Il a une chance sur deux de s'associer avec du N, et le N, pareil, il a une chance sur deux de s'associer avec du M et une chance sur deux de s'associer avec du N. Donc, ça nous donne un quart de dimère normal-normal, un quart de mutant-mutant et un demi de normal-mutant. Si c'est normal-mutant, c'est dimère avec une copie sauvage et une copie mutante de la protéine, n'ont pas 50% d'activité comme on pourrait l'attendre normalement, mais ont un effet de la mutation qui domine, qui est dominante, eh ben, on va avoir une répression de l'activité. On va observer cette répression de l'activité de la copie sauvage et ça va aboutir à une diminution de l'activité de la moitié des dimères. Donc au final, on aura moins de 50% d'activité au total. Si je prends tout ça, ça me fait 0 fois 1 quart plus 1 quart fois 1 plus 1 demi fois quelque chose qui est plus petit que 1 demi, qui peut être même égal à 0. Et donc dans ce cas-là, on va avoir non pas 50%, si ici c'était 0%, on aurait 25% d'activité seulement. Okay. Donc on a bien un effet où l'allèle mutant, il domine l'allèle sauvage. Il impose son phénotype. Okay. Et c'est une perte de fonction, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un dominant négatif. Est-ce que c'est plus clair? Alors, je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. Alors, Romain dit, je ne comprends pas pourquoi une inactivation d'un allèle sauvage entraîne une perte de fonction génique à effet dominant. Oui, c'était une erreur, effectivement, c'était un allèle mutant. Ah, c'était Pierre Bézella qui vous a lâché en retard. C'est pas son habitude, donc ça va. Oui, vous pouvez balancer les noms. Hein. Les collègues, ça va, je les connais depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de souci. Ouais, bah Alizée, balance, elle est française. Hein. C'est un peu difficile. Ouais, oh, c'est pas si difficile que ça, là. J'espère que c'est plus clair, Maël, ce que je viens de dire. Ok. Bon, on aura l'occasion d'illustrer ça l'année prochaine en 606. Si vous faites le 606, je l'illustre clairement, plus clairement avec un cas observé. Ouais, vous avez mini CC à 12h04 et vous en aurez encore un jeudi qui reprendra l'ensemble de ce qui aura été traité, y compris le cours d'aujourd'hui. Ouais. Par contre, vous avez vu que celui de samedi saute, puisqu'on n'a plus le droit de vous faire des examens en présentiel, et que le contrôle prenait la forme de quelque chose qui ressemblait à un examen. Donc, on a été obligé d'annuler. On aurait bien mis ça sur les créneaux de TD, mais en fait, on ne peut techniquement pas vous faire tous passer. Donc, on est contraint de vous faire un contrôle lundi qui sera sous la forme d'un QCM aussi en ligne. Donc, ça nous fait bien suer. D'ailleurs, j'en profite puisque vous êtes tous là pour vous le noter ici. Donc, la façon dont on va noter ça, la somme de tous les mini-CC, moins le plus mauvais que vous aurez eu. Donc, je vais reprendre vos 5 notes de mini-CC. S'il y en a un où vous avez été absent ou vous avez eu, enfin voilà, n'importe, enfin la plus mauvaise note pour une raison X ou Y, vous avez eu des problèmes de connexion, vous avez eu, je ne sais pas quoi, enfin bon, vous avez rencontré des difficultés particulières et ça vous a planté un mini CC, bah, c'est pas très grave. Et puis si vous n'avez pas rencontré de problème, bah, on vous fera aussi sauter la plus mauvaise note, comme ça tout le monde est traité de la même manière, parce que c'est un peu compliqué d'avoir des justificatifs acceptés. Donc on s'est dit, on va le faire comme ça. Donc je vais prendre la somme des 5 meilleurs mini CC et je vais faire à partir de ça une note sur 20 qui sera votre CC1. Excusez-moi, monsieur. Ce lundi, ouais, attendez, je finis mon propos. Ce lundi, la semaine prochaine, on sera le 19
avril. Vous allez avoir une autre note sur 20 qui sera aussi due à un QCM et qui sera plus long. Ce sera votre CC2. Ça, ce sera 20%, 25% de votre note. Ça aussi. Et on espère toujours avoir, alors je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi de la semaine du 20 mai. Vous avez la date qui est visible dans votre NT, enfin sur celle 4. Vous aurez un contrôle en présentiel. Ça, c'est cool. Qui ressemblera à ce que vous avez en TD. Dans lequel vous aurez une analyse génétique classique et un TCF. Okay. Probablement un exercice avec de la levure et l'autre avec de la droso. Donc levure plus droso. Et ça vous donnera aussi une note sur 20 qui représentera donc 50% de votre note totale. Okay. Donc ça, c'est pour vous redire un peu la façon dont vous allez être noté. Oui, celui qui était prévu samedi, il est reporté à lundi parce que samedi, il y a une personne dans votre groupe qui est à la fois à faire du 202 et du 406 et il y avait déjà un contrôle de 202 samedi et comme on n'utilisait pas le créneau de lundi, ben, on s'est dit qu'on allait l'utiliser pour ça. Ça vous fait en plus un truc de moins dans la semaine, ça vous laisse un peu plus de temps. Vous avez déjà cessé aujourd'hui, jeudi, en rajouter un toujours en distanciel, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et aujourd'hui, je vais essayer, ou demain au pire, de vous mettre en ligne, accessible, l'ensemble des questions, vous faire un test avec l'ensemble des questions que vous aurez eues au CC4 et CC5. Donc CC4, CC4' et CC5, de manière à ce que vous puissiez vous entraîner pour le CC6 qui va reprendre ce qu'on va traiter aujourd'hui si on a le temps et ce qui aura été traité auparavant. Et pour le dernier cours qui aura lieu jeudi, je vous ferai une initiation un peu à la génétique bactérienne. On ne vous fera pas de TD dessus, on ne vous fera pas de contrôle non plus, mais je compte quand même sur vous pour être présent pour votre culture générale. Voilà. Alors, il y avait une question, c'était Elisabeth, je crois. Ah oui, c'est bien moi. En fait, je voulais vous demander, par rapport au QCM, est-ce que ce sera le même genre de QCM ou un truc un peu plus gros? Parce que c'est censé être un CC2, donc qui compte, Oui, autant ce que sera les plus gros. petits. Ce OK, sera plus gros. Alors, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est mon collègue, M. Supleski. Il n'a pas encore eu trop le temps de s'en occuper, mais il va commencer à s'en occuper aujourd'hui. Donc, d'accord, parce qu'en fait, ouais. et donc du coup, impossible que ce soit sous la même forme que ce que vous aviez prévu initialement? Parce que je pense que là, tout le monde n'en peut plus des QCM, même quand on voit dans le chat et tout, enfin. Ouais, bah, nous, on n'en peut plus non plus. Bah, je me doute, ouais, je sais. Parce Non, enfin, qu'après, c'est une on idée comme ça, voulait. mais je sais qu'en chimie, par exemple, on nous communique les sujets et en fait, on doit juste le prendre en photo et après, enfin, faire un, comment dire? Enfin, juste envoyer les photos de ce qu'on a fait à l'écrit comme si on était en Ouais. présentiel et l'envoyer, en fait. Enfin, au moins, ça permettrait plus de nous tester exactement comment t'aider sur, le fait de pouvoir faire des tableaux de croisement et tout, parce que du coup, je me demande comment, Mais enfin, si on faisait ça, vous ne travailleriez pas en groupe. franchement, je vois pas comment on peut avoir le temps de travailler en groupe sur un truc, en temps réduit, en fait. Bah, si, vous pouvez être dans la même pièce et bosser à 3-4 sur le sujet. Ouais, enfin, dans la même Oui, pièce, mais la question se pose également pour les QCM. oui, ça, c'est sûr que pour Ouais, mais sauf que vous n'avez pas les mêmes tirages tous, donc c'est plus compliqué. oui, c'est vrai qu'à la limite, c'est ce que vous ah oui, d'accord, OK. Ouais, mais enfin, Bah, je vais moi, en discuter avec mon collègue. Je vais en discuter avec mon collègue. OK, parce qu'après perso, enfin, je pense pas dans le sens où ils le font déjà en chimie et enfin, globalement, en général, on n'a pas vraiment le temps d'avoir la réflexion des autres, même si on se mettait à plusieurs ou quoi que ce soit. Enfin, moi, personnellement, quand je suis en CC, j'ai tellement envie d'être concentrée que juste j'y vais et on Ouais. n'a pas le temps, en fait, en un temps limité comme ça Ok. de Bah, consulter. je vais en discuter avec mon collègue. Et puis, parce que c'est vrai que nous, on partait sur du présentiel parce qu'on trouve ça insupportable Bien sûr. des QCM et que ce n'est pas une bonne manière d'évaluer les gens.
Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en plus, enfin, là, quand on voit, on s'est tous bien préparés en TD à pouvoir faire les tableaux de croisement, toute la démarche un peu de, Ouais. voilà, de première Bah ouais, hypothèse, c'était deuxième hypothèse, et plus c'est un peu important. frustrant. Ouais. Bon, j'en discute avec lui et puis Super, merci on beaucoup. va essayer de réfléchir à ça, de vous faire un truc intelligent. Merci. Ok. D'autres points ou pas? Non? Alors, je vois dans le chat. Ouais, c'est bizarre que ça soit difficile parce que sur Tableau, vous arrivez très bien à me relire. Non, je rigole, hein. Sur Tableau, en vraie salle, c'est le même bordel. Alors, ouais, je vois les commentaires. On vous tient au courant. Je ne peux pas vous dire le TP combien le pourcentage. Je vous avoue, je ne maîtrise pas cette question. C'est dans ma diapo du départ, je crois, dans l'organisation de l'UE, vous l'avez. Vous ne vivez pas ensemble, Lina? C'est dommage. Vous pourriez vous marrer un peu plus, hein. Non, ça va être plein de pièges. On ne fait pas des pièges pour vous embêter. On est gentil, on ne triche pas. Ouais, enfin bon, c'est naturel hein, de vouloir avoir les meilleures notes possibles. On peut comprendre aussi, on a été étudiant, hein. Non, il n'y aura pas de rattrapage. Si vous avez loupé un CC, de toute façon, je fais sauter la plus mauvaise note, donc il n'y a pas de souci. Si vous en avez loupé plusieurs et que ça a été une absence justifiée, je ferai sauter les notes supplémentaires. Monsieur le CC reporté à lundi durera combien de temps? Bah, du coup, ça va dépendre du format qu'on vous fait. Donc, a priori, on partait sur 1 heure, de manière à ce que les personnes qui ont un tiers-temps puissent le faire aussi dans le timing et qu'ils n'aient pas des problèmes avec les autres yeux autour. Ok. Il faut bien compenser à Chiméa. Vous n'avez pas eu des bonnes notes alors? Ouais, bon. Je vous avoue, moi, j'étais vraiment une brêle en chimie, alors je ne vais rien dire. Alors, donc aujourd'hui, le sujet est simple. On va faire des exemples en génétique humaine. Je vous en ai déjà parlé un petit peu la dernière fois. On en avait vu un peu, on avait vu où pouvaient avoir lieu les mutations la dernière fois. Et là, ce qu'on va voir, c'est que le lien entre perte de fonction génique et perte de fonction phénotypique, gain de fonction génique et gain de fonction phénotypique, et dans l'autre sens. Donc, perte de fonction génique, gain de fonction phénotypique, gain de fonction génique, perte de fonction phénotypique, de manière à illustrer le fait que les deux sont des notions complètement différentes. Alors, arrêtez avec le chat, ça vous démoralise. N'utilisez pas le chat pour le moment, vous utiliserez le chat quand je vous le dirai. Sinon, vous allez lire le chat au lieu de m'écouter. Alors, aujourd'hui, je commence donc je vais faire trois types de pathologies. D'abord, les maladies à triplet, qui vont nous permettre d'illustrer certains points. Ensuite, les maladies impliquant la bêta-globine. Et puis enfin, les différents cas qu'on n'aura pas traités, qu'on pourra avoir avec donc des histoires de perte de fonction, gain de fonction génique, qui vont avoir des modes de transmission dominants ou récessifs. Okay. Donc les maladies à triplet. Les maladies à triplet, je vous en ai déjà touché un petit mot sur les mutations très rapidement. Donc je vais commencer par vous parler d'un type de maladie à triplet, qui sont les maladies à polyglutamine. Il faut savoir que il y a tout un tas de pathologies, vous les voyez là, dans lesquelles on a le triplet CAG qui est répété n fois dans le gène, et ce n étant variable. Et ce CAG, il va coder dans la protéine, il va coder en code protéique une glutamine, okay, qui se symbolise avec un Q. C'est pour ça que j'ai mis polyglutamine, entre parenthèses, polyQ. Donc ces maladies à polyglutamine, vous les avez là. La plus connue, c'est la maladie de Huntington. S'il y en a parmi vous qui regardent Dr House, numéro 13, c'est la maladie qui est là. C'est la plus fréquente aux États-Unis. C'est aussi pour ça que c'est la plus étudiée, parce qu'il y a pas mal d'argent en recherche là-bas. Et la plus fréquente au monde, c'est la maladie de Makado-Joseph, ou ataxie spinocérébelleuse de type 3. Vous l'écrire. Ataxie spinocérébelleuse
belleuse. Donc, ça touche le cervelet de type 3. Donc, en anglais, spinocérébellar ataxia type 3, ce qui donne le SCA3. Ces maladies, elles se caractérisent pour la plupart, toutes les SCA, là, par des ataxies, donc des problèmes de contrôle des mouvements, et notamment, ça touche le cervelet. Mais en fait, entre les différentes pathologies, ce n'est pas les mêmes zones de cerveau qui sont touchées. Ces maladies, elles sont létales. Et en fait, ce qu'on observe ici, c'est la longueur, c'est la longueur des répétitions. Donc, hop. Répétition. Hop. Autrement dit, c'est le N que je vous ai indiqué ici. Donc, si on prend le gène qui est impliqué dans la maladie de Huntington, qui est le gène qui code la protéine Huntingtin, qui c'est notre HTT, on a entre 6 et 35 répétitions normalement de CAG dans le gène. Et ça ne pose pas de problème. Par contre, dès qu'on dépasse les 35, la personne va déclencher la maladie. On a une variation entre 36 et 250 répétitions. Vous voyez que c'est très, très variable. Ce sont des séquences qui sont répétées en tandem. Exactement. Ça s'appelle donc un microsatellite puisque ça fait ça fait 3 paires de bases qui sont touchées et qui sont répétées plusieurs fois. OK. Donc, vous voyez, suivant les pathologies, les nombres de répétitions sont variables. Si on prend SCA6, la zone non pathologique, c'est entre 4 et 18. C'est la valeur la plus faible de répétition d'ailleurs. Et la version pathologique, c'est entre 21 et 30. Alors, vous voyez, il y a des trous entre 17 et 38. Là, c'est juste qu'on n'a pas de patients qui sont entre 17 et 38 qui ont été identifiés. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ces maladies à triplet au niveau de ce qui se passe au niveau de l'ADN. Il y a d'autres maladies à triplet. Est-ce que je voulais vous dire d'autres trucs? Ouais, je vais vous dire quand même d'autres trucs au passage sur ces maladies. Elles se caractérisent par un phénomène d'anticipation. On en a déjà parlé du phénomène d'anticipation la semaine dernière, au dernier cours plus exactement, parce que la semaine dernière, je ne vous ai pas eu. Ce phénomène d'anticipation, c'est le fait qu'il y a une aggravation de génération en génération. Aggravation au cours des générations. Okay. Autrement dit, en fait, ce qu'on observe, c'est que, donc c'est le phénomène d'anticipation, on observe que la première génération va détecter la pathologie, elle va se déclencher relativement tardivement. Mais dans les enfants de cette première génération, donc dans la deuxième génération, la maladie va se déclencher plus tôt. Et dans la troisième génération, encore plus tôt. C'était pris comme une malédiction avant qu'on sache ce que c'était vraiment. Notamment, vous avez entendu probablement parler de la danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy, c'est la maladie de Huntington. Okay. On brûlait les gens, on pensait que c'était des sorcières ou qu'ils étaient maudits. Voilà, donc Excusez-moi. Ça finissait généralement mal pour les malades. Oui. Est-ce qu'on a une explication sur le fait que ça se développe de plus en plus tôt à chaque génération? Oui, tout à fait. On a l'explication. Alors, même si on ne sait pas exactement comment est le mécanisme, mais vous imaginez la réplication. Donc, ça, c'est un brin qu'il faut répliquer. Il y a la polymérase qui glisse là. Et puis, ça, c'est la zone où il y a les CAG répétés, qui sont répétés une fois. En fait, normalement, s'il n'y a pas de répétition, voilà ce qu'elle fait, la polymérase. Sauf que ces CAG, quand le nombre de répétitions est grand, ils peuvent faire une boucle. OK. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais réduire le nombre de répétitions. Mais par contre, si ce qui se passe, c'est j'ai eu un début de copie, le brin qui est néosynthétisé, il se décolle, il forme une tige boucle. Bon, c'est un peu dégueulasse mon truc, mais voilà. Et ça repart. Et bien, la séquence CAG sur laquelle la polymérase, l'ADN polymérase, a eu du mal,
à rester accrochée, eh ben, elle va être augmentée, vous voyez, parce qu'ils sont là, les CAG, dans cette tige boucle, et ils sont là. Donc, le nombre de répétitions est augmenté. On voit même, du coup, une variabilité au sein des tissus, entre les cellules d'un même tissu, et on voit une variabilité entre les tissus, et on voit même de la variabilité dans les gamètes, et c'est ça qui explique ce phénomène d'anticipation. Donc, c'est plutôt, on peut observer des raccourcissements, okay, et on peut observer des allongements de la séquence, c'est répété, à cause de ce type de phénomène au cours de la réplication de l'ADN. C'est une des hypothèses. Évidemment, c'est compliqué à tester. Excusez-moi, monsieur, j'ai une ouais. question. Ouais. Et du coup, si on a, par exemple, pour la maladie Huntington, enfin, HD, si Ouais. on a moins de 6 répétitions, enfin, du coup, comment ça se passe? Ou si, par Alors, exemple, en fait, on n'a jamais observé de gens qui avaient moins de 6 répétitions. d'accord, mais du coup, par exemple, aussi sur la SCA3, du Ouais. coup, il y a 15 répétitions, enfin, de Tout va différence bien. entre les deux. Du coup, si on tombe sur, par exemple, 44 répétitions, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, on n'a pas identifié de gens qui étaient entre 40 et 55. Okay, c'est pour D'accord. ça, on ne sait pas si quelqu'un qui a 44, il va développer la maladie ou pas. En tout cas, s'il développe la maladie, il aura une forme très tardive. Mais il y aura des risques pour les générations d'après qu'ils aient plus de 44 répétitions et du coup qu'ils rentrent dans dans le côté pathogène. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Donc, le nombre de répétitions, il est lié à la gravité. Ok. Ça, c'est mon nombre de répétitions. Et ça, c'est la gravité. Plus le nombre de répétitions est grand, plus le phénotype est grave. Et plus il apparaît précocement. Okay. Je pourrais même faire un autre graphe ici, hop, en mettant précocité. Okay. Donc ça, c'est vraiment typique de ce type de pathologie. Et on retrouve exactement le même genre de choses dans les autres maladies à triplet qui ne sont pas des maladies à polyglutamine. Donc, c'est d'autres triplets qui se retrouvent à être amplifiés. Par exemple, on a la maladie, le syndrome de l'X fragile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est dû à une mutation dans le gène FMR1. Là, c'est un codon CGG qui est situé en 5' UTR, qui est répété 6 à 53 fois normalement. Et chez les malades, on observe plus de 230 répétitions. Alors, vous allez me dire, entre 53 et 230, il y a une grande distance. C'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après. On va avoir entre les deux un état qui est dit prémuté, où les gens, ils ne sont pas malades, mais il y a des risques pour leur descendance. Donc, il y a le syndrome de l'X fragile, il y a le syndrome d'ataxie associé à l'X fragile, il y a le retard mental associé à l'X fragile, où là, c'est d'autres gènes qui sont mutés. Okay. Il faut savoir que le syndrome de l'X fragile, c'est la première déficience mentale monogénique en fréquence chez l'homme après c'est la première, et c'est la deuxième cause génétique en termes de fréquence de déficience mentale après la trisomie 21. Donc, c'est relativement important. C'est aux alentours de une personne sur 4000 chez les hommes, une personne sur 8000 chez les femmes. On a aussi l'ataxie de Friedreich, pour laquelle on va avoir un autre codon qui est le codon GAA, la dystrophie myotonique où on a un codon CTG, ça je vous en avais parlé la dernière fois et on va le revoir. Et puis deux autres ataxies spinocérébelleuses, SCA8 et SCA12, pour lesquelles on a d'autres répétitions. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est sur cette diapo-là, enfin, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est de voir où sont ces répétitions. Je vous ai dit, pour les maladies à polyglutamine, par définition, c'est dans la séquence codante, puisque c'est polyglutamine, on parle de l'effet sur la protéine. Vous voyez qu'il y a un seuil là à 35 qui est indiqué, qui est un peu
qui est un arrondi par rapport à ce que je vous ai montré avant, qui était un tableau plus précis. Et l'X fragile, le syndrome de X fragile, vous voyez qu'on a la mutation, enfin l'amplification de CGG, du triplet CGG, en 5' UTR, donc en zone non codante. L'ataxie de Friedrich, ça touche une zone intronique. Et puis la dystrophie myotonique, dont je vous ai déjà parlé, ça touche le 3' UTR. Donc on a des mutations un peu dans toutes les zones. Je vais vous reparler un peu plus de l'X fragile et de la dystrophie myotonique et des maladies à polyglutamine par la suite. Vous voyez notamment que vous avez ici en gris les longueurs de répétition associées à ce qu'on appelle des allèles prémutés. Vous voyez entre 60 et 200 ici, entre 50 et 150 ici. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Voilà. Donc, ces maladies à triplet, je vous l'ai dit, on trouve une instabilité somatique et germinale, c'est-à-dire que ce nombre de répétitions, il varie dans les tissus, que ce soit dans la lignée germinale ou dans la lignée somatique. Donc, d'une cellule à l'autre, on n'a pas le même nombre de répétitions, parce qu'au niveau de la réplication de l'ADN, on va avoir des variations en longueur de ces répétitions. On a ce phénomène d'anticipation génétique ou génique dont je vous parlais, et l'existence d'états prémutés. Okay. Donc là, je vous remets l'exemple de la maladie de Huntington. Le nombre de répétitions, moins de 28, on est sain. Entre 28 et 35, on est sain aussi, mais c'est cet état prémuté, intermédiaire. Entre 36 et 40, on va avoir une faible pénétrance avec des symptômes qui vont être variables. Et avec plus de 40 répétitions, là, on aura une pénétrance complète et on sera malade. On sera certain d'être malade. Après, encore une fois, si vous avez 41 répétitions ou si vous en avez 150, la maladie, elle ne va pas se déclencher au même âge. Ce n'est pas la même chose de devenir dément à 80 ans à cause de cette pathologie ou de devenir dément à 20 ans. Parce que malheureusement, ça peut commencer très tôt. Donc voilà à quoi ressemble un pédigré dans une famille atteinte de la chorée de Huntington. Donc ici en bleu, quelqu'un de malade. En évidé, c'est évidemment les personnes qui ne sont même pas malades. Je vous rappelle que les carrés, ça représente les hommes et les ronds, les femmes. Donc vous voyez ici, cette femme est malade, elle transmet à sa fille, elle transmet à un de ses fils, qui transmet lui-même à un de ses fils. Donc la transmission père-fils permet d'éliminer quoi? Je vais vous expliquer la pénétrance après. Qu'est-ce que ça explique Ouais, ça permet d'éliminer exactement, vous avez raison, la liaison à l'X, puisque le père, il est X sur Y, donc il transmet le Y à ses fils. S'il transmet la maladie, ça veut dire que ce n'est pas le X qui venait de la mère qui pouvait apporter la maladie, puisqu'elle n'est pas malade. Donc, et le fait que chaque individu malade est un parent malade, ça montre la transmission dominante. Donc, on a une transmission qui est dominante, et qui est autosomique parce qu'elle peut être liée à l'X. Juste avec cet arbre, on peut revenir à ça. À un détail près, qui est la pénétrance incomplète, qui peut faire que sur les ascendants, on peut louper des personnes malades. Donc, qu'est-ce que c'est que la pénétrance incomplète? Rappelez-moi, qui veut le noter vite fait? Pénétrance incomplète, ça veut dire? C'est-à-dire que si on est les individus porteurs de la mutation n'ont pas forcément le phénotype muté. Ils peuvent avoir le phénotype sauvage. Les individus porteurs de la mutation peuvent avoir un phénotype sauvage. Okay, ça, c'est la pénétrance incomplète. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'expressivité variable? L'expressivité variable, c'est ce qu'on voyait sur la diapo d'avant. Okay. C'est ça. Les symptômes, ils sont variables. Même les personnes qui développent la maladie, ils n'ont pas tous les mêmes symptômes ou les symptômes n'ont pas la même intensité. Okay. Donc ça, c'est expressivité variable.
Ok. Alors non, c'est pas être porteur sain, parce que porteur sain, ça veut dire qu'on est mutant sur sauvage et qu'on a toujours le même phénotype qui est un phénotype sauvage. Ok. Ça, c'est un porteur sain. Un porteur sain, c'est si on a une transmission récessive, sur un mode récessif. Okay. Là, quand on est mutant sur sauvage, je vais mettre entre parenthèses parce que c'est des génotypes, on est soit de phénotype sauvage, soit de phénotype mutant. Okay. Ça, c'est la pénétrance incomplète. Okay. C'est pour un mode de transmission dominant. Parce qu'on peut très bien imaginer que pour un mode de transmission récessif, on est mutant-mutant qui soit de phénotype sauvage, soit de phénotype mutant. Okay. Auquel cas, on aura aussi de la pénétrance incomplète. De transmission. On va faire hop, transmission dominant ici. Et là, pour un mode de transmission. Si vous arrivez à lire, vous êtes très fort. De transmission récessif. Ok. Donc la pénétrance incomplète, c'est quand les individus porteurs de la mutation peuvent avoir un phénotype sauvage ou mutant. Alors, à quoi c'est dû? Ça peut être dû à un effet de l'environnement, ça peut être dû à d'autres mutations qu'on n'a pas identifiées dans le génome aussi. Hein. Okay. Eh ben, c'est ce que je disais, Audrey. Ça peut être dû à d'autres contextes génétiques ou ça peut être dû à d'autres phénomènes environnementaux qu'on ne contrôle pas. Okay. On va avoir un exemple avec le cancer tout à l'heure. Ok. Alors, vous voyez qu'ici, je vous ai mis une chose importante, c'est le mécanisme qui est mis en jeu ici. Ici, cette mutation dans les maladies à polyglutamine, c'est un gain de fonction génique parce que ça va donner la capacité à la protéine de former des agrégats. En gros, les structures CAG, les polyglutamines, vont être capables de s'empiler, comme on le voit ici, et de former des fibres de type un peu amyloïde. C'est ce qu'on observe notamment dans la maladie dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ça va former ces agrégats. Et il va y avoir une forme qui va être toxique. Probablement, d'ailleurs, la forme toxique, c'est probablement des intermédiaires ou des monomères qui sont mal conformés. C'est probablement pas les formes terminales de l'agrégation qui sont toxiques, d'après notre compréhension actuelle. Même si ça n'a pas encore été démontré complètement. Alors, il peut y avoir de l'épigénétique aussi, Audrey, mais pas forcément. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu. C'est un gain de fonction génique, puisque le produit du gène, il a une nouvelle capacité qui est de former des agrégats, donc d'interagir avec la protéine acquiert la capacité d'interagir avec elle-même, ce qu'elle ne pouvait pas faire notamment. Et ça a un effet dominant négatif, parce que les formes non mutées, elles vont être incluses dans ces agrégats. Donc, elles vont être piégées dans les agrégats. Okay. Deuxième exemple, et je vais revenir sur ces exemples au fur et à mesure. Hein, je fais déjà je vais faire par 3 fois, je vais revenir sur les différentes parties. Là, on fait les répétitions de triplet. Après, je vais faire les mutations affectant la bêta-globine et après, je vais faire les derniers cas.
Excusez-moi, monsieur, vous pouvez réexpliquer, j'ai pas trop compris Ça par rapport à la structure, oui, ça. Ouais. La mutation, l'augmentation du nombre de CAG dans le gène, de répétition du triplet CAG, ça va entraîner une augmentation du nombre de glutamine dans la protéine. Et le domaine polyglutamine, il va permettre l'interaction des protéines mutées entre elles. Et également des protéines sauvages. Donc ça va piéger les protéines sauvages dans des agrégats. Et dans des repliements anormaux qui vont être toxiques. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si c'est parce que ça piège d'autres protéines, parce que ça n'assure pas exactement sa fonction normale, on ne sait pas. Toujours est-il, il y a un effet dominant négatif. La protéine sauvage est piégée par la protéine mutante. Elle ne peut pas avoir son rôle normal. Et on va avoir une toxicité qui va être dominante, avoir une seule mutation. Un seul allèle muté va être suffisant pour avoir une perte de fonction quasi totale. Monsieur, Oui, je vous écoute. j'ai pas bien compris du coup pourquoi négatif. Parce que le phénotype qu'on observe ressemble à ce qu'on observe quand on a une perte de fonction du gène. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Ok. Pour l'X fragile, donc je vous ai déjà donné un peu la fréquence. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est également donc un triplet, donc cette fois-ci CGG qui est répété n fois, et dans la séquence 5' UTR d'un gène. Et ça va affecter la transcription. Ça va diminuer la transcription du gène et ça va affecter la plasticité et la modulation synaptique. Donc, c'est ça qui va provoquer un retard moteur, un retard de langage, des troubles du comportement. Et puis, voilà. Ce qui est intéressant aussi, particulièrement dans ce cas, alors ça s'appelle X fragile parce que quand vous faites un karyotype, vous voyez ici, là, cette zone-là, de l'X a l'air un peu plus fragile. En fait, c'est dû à cette mutation, ça change la compaction de la chromatine dans cette région. En fait, il va y avoir de l'hyperméthylation sur cette zone et ça va jouer, c'est ça qui va jouer sur la transcription. Ce qui est intéressant, notamment, c'est, vous voyez, on a ces phénotypes chez les garçons et chez la moitié des filles, avec des symptômes qui sont plus discrets chez les femmes et plus variables chez les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on a cette inactivation de l'X. Donc, on va avoir, imaginons, une femme récupère un allèle sauvage et un allèle muté. On va avoir en moyenne 50% de ces cellules qui vont avoir cet X-là actif et 50% qui vont avoir l'autre X actif. Je vous rappelle, avec l'histoire du corpuscule de Barr, un des deux chromosomes est inactivé. Mais pas le même dans toutes les cellules. Donc, en fonction de la proportion des cellules qui, dans le cerveau, vont avoir cet X comme seule copie active, eh ben, on ne va pas avoir la même gravité. Chez l'homme, il n'y a qu'une copie, donc on a à peu près toujours les mêmes phénotypes. Mais chez la femme, si au lieu d'avoir 50% des cellules du cerveau qui ont cette copie inactive, on a 80% qui ont la copie inactive, alors on a des syndromes graves. Enfin, on a un syndrome quasiment le même que chez les garçons. Je vais mettre important. Okay. Si au contraire, on n'a que 20%, on n'aura pas de phénotype. On aura des filles chez qui on ne détectera rien. Okay. Donc, c'est cette variabilité-là qui va jouer sur ce phénotype. Donc, ça, c'était juste j'en profite du coup pour vous reparler de l'inactivation de l'X et de l'impact que ça peut avoir. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Parce que ce n'est pas forcément très simple. Ouais, ça a l'air. Oui, les hommes, ils ont toujours une forme grave parce qu'ils n'ont qu'un X. Donc, ils ont toujours des symptômes plus graves que les filles qui, elles, ont en moyenne la moitié de leurs cellules dans le cerveau qui
qui a les effets de la mutation. Okay. La dystrophie myotonique dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, j'y reviens, donc de type 1, parce qu'il y a plusieurs types de dystrophie myotonique. On va avoir, cette fois-ci, alors donc avant c'était une perte de fonction génique et on avait une transmission autosomique. Oh, ça ne peut pas être autosomique, excusez-moi, liée à l'X. Ça fait des années que j'ai cette diapo, il va falloir que je la corrige. Dominante, donc perte de fonction génique, transmission dominante. Là, on va avoir un gain de fonction génique et une transmission autosomique dominante. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué, hein, donc ça touche une personne sur 20 000. Cette fois-ci, le triplet CTG dans le génome va coder donc sur l'ARN un triplet CUG. Et ce CUG, il va fixer une protéine qui s'appelle muscleblind, qui est un régulateur de l'épissage. Et comme on augmente très fortement le nombre de CUG, on va fixer beaucoup de protéines muscleblind et elles vont être moins disponibles pour d'autres transcrits. Et ça va empêcher un épissage correct de ces transcrits. Ça peut jouer aussi sur la traduction et sur la stabilité des messagers. Donc, en gros, en jouant sur un transcrit particulier, en augmentant le nombre de séquences CUG, je fixe une protéine muscleblind qui est plus disponible pour l'ensemble des autres transcrits sur lesquels elle est censée se fixer, et notamment, elle va moins aller se fixer sur le transcrit de BIN1 et elle va empêcher l'épissage normal. Normalement, on doit avoir un épissage comme ceci. Okay, donc, on doit avoir cet exon 11. Et là, l'exon 11, il va sauter parce qu'il n'y a pas muscleblind et la protéine BIN1, elle va être anormale et cette protéine, elle est importante dans la contraction musculaire et elle va empêcher la décontraction musculaire rapide. Et c'est ça qui va provoquer la dystrophie myotonique. Donc, vous voyez que c'est un effet indirect. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter du coup ce que fait CUG? Enfin, en gros, quand on augmente des CUG, du coup, le régulateur de l'épissage il se fixe dessus, du coup, ça fait que ça ne va pas sur les transcrits. Vous avez dit que ça faisait aussi autre chose, donc je n'ai pas le temps d'écrire. Oui, la fixation de muscleblind peut jouer aussi sur la traduction et sur la stabilité des ARN. Mais pour la pathologie, ce qui est important, c'est ce qui est sur cette diapo, qui est le fait que muscleblind soit séquestré dans le cadre de la mutation qui crée la dystrophie myotonique sur un gène particulier, qui est pas indiqué là, qui était indiqué ici, vous voyez, le gène DMPK. Donc ça, ici, c'est un transcrit, ce qui est indiqué là, ici, là, avec les CUG qui se répètent ici. C'est l'ARNM du gène DMPK. Ça fixe plein de protéines muscleblind. Du coup, elle n'est pas disponible pour le transcrit BIN1. Il va y avoir un épissage alternatif qui va faire sauter l'exon 11. Et du coup, on va avoir une protéine BIN1 qui ne va pas être capable de se localiser correctement. Et on va avoir une altération des muscles, ce qui va créer la faiblesse musculaire. Parce que la protéine BIN1 elle est impliquée dans la structure du muscle. Okay. Et ça, cette mutation, elle est en 3' mutés cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le syndrome de l'X fragile qui correspond à une perte de fonction qui va entraîner un effet dominant. Pourquoi? Parce que 50% de produit fonctionnel est insuffisant pour assurer un phénotype sain. On a la maladie de Huntington, la dystrophie myotonique, les ataxies spinocérébeuses, donc les maladies à polyglutamine classiquement et la dystrophie myotonique, qui, elles, vont avoir un effet dominant négatif parce que le gène code un produit qui est toxique, soit parce qu'une protéine qui s'agrège, soit parce que l'ARN messager va fixer
un partenaire de manière trop importante, ce qui va empêcher la fonction normale de ce partenaire. Okay, et on peut avoir une copie sauvage à côté, ça ne change rien, on a piégé tout le muscle blind. Donc, deux raisons différentes de provoquer un effet dominant, soit par un gain de fonction génique, okay, ça c'est génique, hein, soit par une perte de fonction génique. Là, j'ai plus de transcription, j'ai pas assez de produits. Voilà. Là, j'ai un produit qui gagne une nouvelle fonction, s'agréger, fixer plein de muscle blind, et ça entraîne la même chose, un phénotype dominant. Maintenant, passons aux maladies qui impliquent la bêta-hémoglobine, la bêta-globine. Excusez-moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe à autre chose. Du coup, pour le X, non, j'ai perdu le nom. Pour le X qui est inactivé, inactif, chez la femme, du coup, en fait, c'est fait aléatoirement, donc que ce soit dominant ou récessif, du coup, on s'en fiche. Il n'y a pas de préférence, enfin, ça le fait aléatoirement. En fait, il y a un effet dominant parce qu'avoir une seule copie est suffisant à cause de l'inactivation de l'X. Oui, mais moi, je demande du coup l'X qui est inactivé. Ouais. Ça peut être dominant comme le récessif. C'est ça ma question. Ça peut être, oui, c'est inactivé au hasard. Donc, il y a 50, en moyenne, si on prend l'ensemble des patients et l'ensemble des tissus d'un patient, on devrait avoir 50% de cellules qui sont avec l'X inactif qui est l'allèle mutant, et puis 50% avec l'X qui est inactif qui porte l'allèle sauvage. D'accord, merci. Okay. Mais c'est comme les chats calico. Quand vous les regardez, ils ne sont jamais 50% blancs, 50% colorés. Okay. Donc, il y a de la variabilité. OK. Donc, commençons par les bêta-thalassémies. Alors, les bêta-thalassémies, elles sont associées à une anémie, à une hypertrophie de la rate, à des déformations du crâne et des os longs, et à de la fatigabilité, des vertiges, de l'essoufflement, etc. Ça touche une personne sur 3000 et c'est environ 400 cas en France. Ces bêta-thalassémies, ça provoque la formation de cellules qui ont une forme de globules rouges, qui ont une forme anormale, comme celui-ci, par exemple, okay. Qui sont plus petites aussi, hein, okay, comme celle-là. Voilà. Et c'est dû donc à des mutations dans le gène que dans la chaîne bêta, qui est là, et qui est là, la chaîne bêta, les chaînes bêta de l'hémoglobine. C'est associé à une perte de fonction, c'est des pertes de fonction géniques pour la plupart, et ça entraîne un phénotype de manière récessive. Bon. On a deux grands types d'allèles, on a environ 200 mutations qui ont été identifiées, des allèles dits bêta 0 qui sont en fait des allèles amorphes, des allèles nuls, et puis des allèles hypomorphes qui sont dits bêta plus. Donc ça veut dire que si je suis bêta 0 sur bêta sauvage, je n'ai pas de souci. J'ai même un avantage d'ailleurs, parce que j'ai une résistance à la malaria. Par contre, si je suis bêta 0 sur bêta plus, là, je suis bêta-thalassémique. Il y a deux L. Thalassémique. Ça vient de thalassa en grec, la mer. Parce que c'est au pourtour de la mer Méditerranée qu'on trouve une forte fréquence de ces mutations. OK, donc, vous voyez qu'on a des phénotypes différents, mais pour ce qui nous intéresse ici, la bêta-thalassémie, la maladie, eh ben, c'est un mode de transmission récessif. Il faut avoir deux allèles mutés. Alors, on peut être bêta plus sur bêta plus, ou bêta 0 sur bêta 0, ou bêta 0 sur bêta, je ne sais plus ce que j'ai dit, bêta 0 sur bêta 0. Moins j'ai d'activité, plus le phénotype sera grave, là aussi. OK. Oh, j'aurais jamais dû écrire là, c'est dégoûtant. C'est pas grave. Alors, hétérozygote, diminution de la synthèse de l'hémoglobine, petite taille des MSI compensée par le nombre. Donc voilà, il va y avoir une compensation.
C'est ça qui permet la récessivité, enfin une compensation là du nombre de cellules, en l'occurrence, et ça protège de la malaria. Si on est homozygote mutant ou transhétérozygote, c'est-à-dire mutant avec deux mutations différentes, les chaînes alpha vont être en excès, et c'est ça qui va être toxique. C'est cet excès de chaîne alpha qui va entraîner une lyse des cellules, donc qui va faire exploser les érythrocytes, donc les cellules, les globules rouges. Les érythroblastes, donc, qui sont à l'origine des globules rouges, vont être capables de synthétiser l'hémoglobine F, et ils vont parvenir comme ça à faire des globules rouges matures, mais de petite taille et déformés, et qui auront une durée de vie raccourcie, ce qui provoque donc une anémie, une diminution du nombre de globules rouges, ce qui est à l'origine de l'essoufflement notamment, et de la fatigue. Donc ça, c'est pour les bêta-thalassémies. On a d'autres mutations qui touchent le gène codant la bêta-globine, comme la drépanocytose ou l'anémie falciforme. Okay, pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous voyez les cellules ici en microscopie électronique. Voilà un globule rouge normal. Okay, ça, c'est le phénotype sauvage. Et puis ça, c'est le phénotype des globules rouges. Vous voyez, ils ont une forme de faucille. C'est pour ça que ça s'appelle l'anémie à cellules falciformes ou l'anémie falciforme. Ça s'appelle aussi donc la drépanocytose. Cette fois-ci, c'est un gain de fonction génique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, la protéine va s'agréger, encore une fois, et ça va donner cette forme rigide aux globules rouges qui vont avoir tendance à boucher les vaisseaux et à éclater. Donc, ça va provoquer une hémolyse, une lyse des cellules sanguines, du relargage de fer dans le sang, etc. Donc, c'est vraiment problématique. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. C'est dû à une mutation qui est très précise, c'est la mutation d'un aspartate en position 6 pour une valine sur la chaîne bêta donc de l'hémoglobine. On appelle cette mutation HBS, HB pour hémoglobine, S pour sickle, parce que en anglais, la faucille, c'est sickle. Donc, c'est une polymérisation, donc c'est un gain de fonction. Il y a la rigidification et donc c'est vaso-occlusif, ça va aller boucher les vaisseaux. Mais là encore, à l'état hétérozygote, ça protège contre la malaria et les personnes n'ont pas le phénotype. Il faut être homozygote mutant pour être malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'hémoglobine S, l'HBS, elle va être diluée sinon et elle ne va pas réussir à s'agréger. On a plein d'autres anémies qui existent avec des mutations dans le gène codant la bêta-globine. Donc, vous en voyez là tout un tas, qui ont des noms différents, hein, Chesterfield, Cagliari, Houston, etc., en fonction de l'endroit où elles ont été découvertes, avec les mutations qui sont observées, qui sont indiquées. Hein, donc, une myosine transformée en arginine en position 28, en position 106, une glutamine en proline, etc. Et là, c'est soit des pertes de fonction, soit des gains de fonction génique, mais cette fois-ci, on a un phénotype qui est dominant. Donc, on a un effet clinique qui est observé directement. C'est dû, dans ces anémies hémolytiques, à une grande instabilité de l'hémoglobine qui va précipiter. Donc, si je résume ce qu'on vient de voir là, avec ces trois cas, le gène de l'hémoglobine bêta, quand on a des mutations qui introduisent une bêta-thalassémie, on va avoir de la compensation allélique. C'est une perte de fonction et on a une compensation, l'allèle normal, il compense partiellement ou totalement la déficience de l'allèle muté par une surtranscription. Monsieur, excusez-moi. Oui. On a notre CC dans 2 minutes. Ouais, ben, je vais m'arrêter à la fin de cette diapo-là. Merci. Et je vous ferai la fin la prochaine fois. Et donc, le CC prochain, il sera là-dessus aussi. On a l'hémoglobine qui peut être mutée, qui peut conduire cette fois-ci à une drépanocytose. Cette fois-ci, c'est la dilution des formes mutantes qui va empêcher leur polymérisation, donc qui va protéger. Et puis, on a les anémies hémolytiques, où là, l'instabilité de l'hémoglobine va induire des formes dominantes qui sont très rares. Donc, vous voyez que des mutations dans le même gène peuvent avoir un mode de transmission soit récessif, soit dominant, qu'on ait une perte de fonction ou un gain de fonction. Ce n'est pas du tout lié. Encore une fois, perte de fonction ou gain de fonction génique.
Je vous laisse. Bon courage. Et puis, donc, je vous retrouve jeudi pour finir ce cours-là et vous faire un peu quelques notions de génétique bactérienne. Bon courage à tous. Je vous souhaite, je croise les doigts. Pour l'instant, avec mes calculs, vous avez une moyenne de 11,6. Donc, j'espère que là, vous allez bien réussir et au contrôle d'après aussi, de manière à faire monter encore plus cette moyenne. À bientôt. Au revoir. Et je reste connecté. Si jamais il y en a qui ont des difficultés pendant le contrôle, vous pouvez essayer de vous connecter pour m'indiquer vos difficultés.